Hier, Roland Barthes, dans notre conversation, nous avons parlé de la littérature en tant que vous en êtes le lecteur. Et aujourd'hui, je pense que nous pourrions poursuivre dans la voie d'une indiscrétion et parler de vous comme sujet qui écrit, comme écrivant, comme écrivain. Et en particulier, vous demander dans tous les aspects les plus humbles, les plus quotidiens de votre pratique d'écrivain, ce que constitue pour vous le métier d'écrivain, aussi bien que dans son aspect le plus grandement métaphoriquement artisanal et même artiste, si vous voulez. Oui. Il faut d'abord prendre bien conscience que, effectivement, c'est un métier. Je veux dire par là qu'il y a un mythe qui règne encore très souvent dans le public et même dans les milieux professionnels que être écrivain, ça n'est pas un métier. C'est une espèce de luxe ou de fonction, ou bien on le considère ça comme une fonction narcissique, ou bien comme une fonction un peu sacerdotale. Et par conséquent, il arrive encore, je dirais, relativement assez souvent qu'on vous propose d'écrire quelque chose sans que cette proposition soit du tout prise dans le cadre d'un métier. Ça se voit dans les rapports qu'on suppose entre l'écrivain et l'argent et le fait qu'il doit gagner sa vie. Hein. Or, très souvent encore, on a l'air de considérer que écrire ou vous demander d'écrire ou même écrire est quelque chose comme une sorte d'honneur qui se suffit à soi-même et que ça n'est pas un métier. Alors, je crois qu'il faut réagir vivement contre cela, non pas pour des raisons, disons, de morale du travail, c'est pas ça, mais c'est que le fait d'écrire, alors je viens tout de suite à la raison fondamentale, c'est que le fait d'écrire et le fait de publier, à supposer que la publication soit le devenir normal de l'écriture, ça veut dire qu'on entre dans un ensemble de métiers dont d'autres autour de vous sont solidaires. Je veux dire que c'est un problème, disons, déontologique, très réel. Par exemple, on peut se demander si un écrivain, quelqu'un qui a écrit des livres, doit se prêter ou à des interviews comme celui-ci, ou à des prestations à la radio ou à la télévision. Eh bien, je dirais oui, tout simplement, je dis les choses franchement, il doit le faire, et ce n'est pas du tout pour des raisons narcissiques, c'est pas parce que ça lui fait plaisir qu'on parle de lui ou qu'il soit entendu, n'est-ce pas? Ou si ce plaisir existe, je crois qu'on peut dire qu'il dure très peu de temps. En réalité, si on fait ça, c'est parce que l'écrivain sent très bien que quand il écrit et quand il publie, eh ben, comment dirais-je, il s'articule sur le travail d'autres personnes. Les personnes qui l'interrogent, les personnes qui l'enregistrent, il fait partie d'une économie. Et par conséquent, je dirais qu'il n'a pas, en gros, enfin en principe, il n'a pas le droit de se refuser à ce type d'échange et d'insertion. Par conséquent, je crois que la première chose à dire, c'est que écrire est véritablement un métier. C'est un métier. Oui, vous n'entrez pas donc dans le système de ces poètes pour qui la confidence et le secret demeurent une sorte de vertu qu'ils mettent au-dessus de toutes les autres, tout en restant parfaitement solidaires dans leur pratique Oui. d'écriture de d'autres métiers, d'autres corporations, qui sont celles de l'imprimeur, qui sont celles du relieur, qui sont celles du... Ah ben c'est-à-dire, je crois que bon, le contenu de ce qu'on écrit peut être alors absolument narcissique ou solipsiste, enfin, ou intimiste, ou secret, ou non compromis. Enfin, ça, c'est un tout autre problème, n'est-ce pas? Ce que je veux dire, c'est que, je le répète, l'activité de l'écrivain ne doit pas être considérée comme une activité sacralisée qui Mhm. se suffit à elle-même. C'est une activité qui fait partie d'une économie, qui est tributaire d'une économie définie, qui est l'économie du temps, et par conséquent d'ailleurs qui participe aux aliénations ou aux espoirs de cette économie. Il est certain qu'il y a, je veux dire qu'à titre utopique tout au moins, et ça je l'ai pensé souvent, on peut très bien espérer vivement, violemment, passionnément une société où
l'écrivain serait toujours au fond un amateur, c'est-à-dire où il écrirait pour être lu, mais non pas pour être vendu. Hum. Où il n'entrerait pas dans le circuit de l'argent, mais où tout de même ce qu'il écrirait serait lu. C'est un problème purement d'utopiste, si vous voulez, mais par là même, je dirais, qui est très bien posé, car l'utopie pose toujours très bien les choses, et notamment Fourier s'est posé ce problème-là. Très différent aussi du statut du peintre par rapport au marché qui va s'occuper de son œuvre d'art. Oui. Joyce avait des phrases extraordinaires là-dessus, sur le fait que ces phrases et ces mots alignés n'arriveraient jamais à être le lieu d'une sorte de spéculation dans le marché comparable à celui que le moindre pouce carré recouvert de peinture pouvait avoir. Et je crois que là, ça permet aussi de souligner la différence des deux métiers par rapport au marché. Exactement. Puis, de toute manière, les chiffres de rémunération ne sont pas les mêmes. Non. Et ça, c'est peut-être quelque chose à changer dans cette perspective utopiste, dans un sens ou dans l'autre. Est-ce que cette connivence dont vous parlez entre l'écrivain et ces corporations, ces métiers avec lesquels il collabore, est-ce que c'est une connivence d'ordre politique ou d'ordre moral? Est-ce que vous raisonnez en moraliste ou en politique? Oui, je sais que la distinction vous intéresse. Bon, je raisonne d'abord en termes moraux, c'est vrai, en termes de solidarité, en termes de responsabilité, disons. Parce que peut-être je suis venu d'un horizon intellectuel où on mettait l'accent sur la responsabilité, n'est-ce pas, peut-être même avant de mettre l'accent sur l'engagement proprement politique. Je veux dire par là qu'il y a eu une imposture qui a circulé il y a une dizaine d'années sur ce thème-là, et qui consistait à dire que l'écrivain était un praticien, qui nous parlait de pratiques théoriques, qui nous expliquait que l'écrivain était un ouvrier du verbe qui fonctionnait, qui travaillait de la même manière qu'un ouvrier tout court, et qui avait là une homologie de... Non, là, l'ouvriérisme. Non, là, je suis très contre ça. Une espèce d'ouvriérisme de l'écriture. Ça a été favorisé par un mot, n'est-ce pas, très ambigu, mais qui en même temps, à un moment, avait son utilité, qui était le mot de production. Production du texte. Et après tout, moi-même j'ai employé ce mot-là d'ailleurs. C'est pour ça que je vous pose la question. Mais je ne l'ai jamais employé alors dans l'idée qu'on pourrait induire du fait que l'écrivain est un producteur de signifiants, le fait que c'est un producteur au sens économique du terme. Ça, le mot produire d'ailleurs avait une aire sémantique plus vaste que celle à laquelle on réduit les... Mais est-ce que vous avez le sentiment, lorsque vous écrivez, de travailler une matière? Ah oui, absolument. Je travaille une matière verbale, oui. Mais pour quel besoin des autres est-ce que je la travaille? C'est extrêmement énigmatique, n'est-ce pas? Ça, c'est un grand problème. Pourquoi est-ce qu'on écrit? Enfin, à quoi ça sert, etc. Ou même à quoi ça ne sert pas? Et si ça ne sert pas, comment est-ce qu'on le justifie? Ça, c'est très difficile à dire. Je veux dire qu'on ne le sait pas finalement, personne ne répond à cette question. Est-ce que vous avez des techniques de travail appliquées à cette matière? Est-ce que tout ça est rituellement réglé? Ah oui, personnellement j'ai une technique, disons, de type très artisanal, bien que je ne vois pas comment ça serait autre chose qu'artisanal, mais disons d'un artisanat très conscient et très ritualisé, justement. C'est-à-dire que le texte que je produis, alors c'est le mot, suit un circuit de transformation qui est très réglé à la fois par mon expérience et par mon désir qu'il en soit ainsi. Ça part de sortes de petites fiches, de bouts de papier sur lesquels je marque ou bien quelque chose que j'ai lu et qui m'intéresse, une idée, une phrase, ou bien alors des idées à moi. Tout ça, ça s'accumule, je le ventile, je le classe, et à ce moment-là, je rédige, mais je rédige très lentement, parce que je cherche beaucoup mes phrases, souvent, et puis une fois que c'est rédigé, je corrige énormément. J'ai une pratique qui est au fond très très classique, qui s'inscrit dans une idée du style qui est apparentée à la façon dont les écrivains autrefois travailler leur style, certainement. Est-ce que vous travaillez à la machine directement ou est-ce que vous Non, écrivez? je ne travaille pas à la machine parce que je crois beaucoup au plaisir de l'écriture manuelle. D'ailleurs, le thème en général de l'écriture
est un thème qui me passionne. Tout ce qui relève du graphisme, enfin, m'intéresse très vivement. J'ai besoin de ce plaisir manuel, de former les lettres, d'avoir de bons instruments de graphisme à ma disposition, des plumes, du papier, enfin tout cela compte beaucoup pour moi. Et j'ai besoin surtout d'avoir ces deux stades séparés, le moment où j'écris à la main sur le papier et où par conséquent je peux porter là-dessus des corrections qui vont, je dirais, entre les lignes, n'est-ce pas, ou dans les marges, donc une prolifération de corrections très très grande qui est possible sur la page manuscrite et qui n'est pas possible sur la page dactylographiée. Parce qu'elles sont homogènes sur la page manuscrite à votre propre émission. Oui, elles permettent des reprises, des remords, des regrets, des réinventions. Enfin, il y a tout un travail je dirais, des cascades de spontanéité. Des greffes. Pas de la spontanéité, oui, des greffes, c'est ça, des efflorescences, des transplantations, etc. Alors, cela dit, en général, je tape moi-même mes textes à la machine, même si je tape mal, parce qu'à ce moment-là, c'est le second stade qui est très important, c'est le moment où j'objective le produit, d'un produit qui a été entièrement subjectivisé par la présence de mon corps, je détache le produit de mon corps, les lettres viennent dans un code typographique et ça commence à devenir un objet. Et alors, je vois beaucoup plus clairement comment le texte peut être lu, c'est-à-dire les effets du texte. Voyez-vous ? Ça, vous clivez votre sujet. Et alors, à ce moment-là, je pense vraiment, disons non pas au lecteur, mais tout de même aux effets que ça peut avoir sur le lecteur. Et donc, le passage à la dactylographie est très important pour moi. Il vous arrive d'être plusieurs lecteurs tour à tour, d'ailleurs. Est-ce que vous... Oui, parce que en plus, je vis toujours dans la peur de ce que j'écris. Ce que j'écris me fait toujours peur. Ou bien je n'arrive jamais à avoir un sentiment juste de ce que j'écris, ou bien je trouve que c'est extrêmement banal, ou bien je trouve que c'est extrêmement provoquant. En général, je pense que ça n'est ni tout à fait l'un ni tout à fait l'autre. Et dans le fantasme, vous pouvez le faire lire à des personnages différents quand vous êtes vous-même. C'est ça. Quand je pense que c'est provoquant, ça déclenche en moi un sentiment de peur, je me sens insuffisamment protégé. Le stade dactylographique me permet de renforcer la protection en enlevant un mot, en remplaçant un autre, etc. Il y a une question plus indiscrète que je voudrais vous poser. Oui. Je crois que les écrivains ont souvent le sentiment d'écrire un peu avec un regard qui lit un peu par-dessus leur épaule et d'écrire sous le regard de quelqu'un d'autre, sous le regard d'une figure historique, sous le regard de quelqu'un de proche. Est-ce que c'est votre cas ? Ah ben oui, c'est exactement... Enfin, pas au moment où j'écris, disons, pour anciennement parler, au moment du stade manuscrit, non, j'ai pas de regard posé sur ma main. Mais au moment de ce que j'appelle le stade de la protection, alors à ce moment-là, j'ai un certain nombre de surmoi qui fonctionnent, n'est-ce pas ? Dont certains même, je pourrais peut-être parfois les nommer. Je pourrais dire un tel, je n'oserais jamais écrire ça devant ou pour un tel ou un tel. Ne me demandez pas qui. D'ailleurs, ça change avec les textes. C'était l'indiscrétion de ma question. Est-ce que ce n'est pas un phénomène symétrique de celui qui se passe dans la lecture ? En tout cas, il se passe pour moi. Oui. Lorsque je lis le texte de quelqu'un que je connais assez bien, l'hallucination de sa voix surgit sous ma lecture visuelle au bout de je sais pas, d'un ou deux paragraphes. C'est peut-être un effet d'hystérie ou de paranoïa. C'est très beau. Mais je l'entends à travers ces mots, si vous voulez. Le grain de sa voix, ce que vous appelez le grain de la voix, qui est si important, surgit alors dans son écriture. Est-ce que vous avez cet effet en tant que lecteur ? Non seulement je n'ai pas cette impression, mais je dirais que je n'aime pas beaucoup lire les textes écrits, n'est-ce pas, des gens que je connais. J'ai besoin d'une distance, d'un anonymat, et ça pose un problème parce que les livres d'amis, au fond, je ne les lis pas très bien. Je dis franchement les choses comme elles sont. Disons que je les lis, j'en prends possession avec une amicalité extrême, mais je ne suis pas un lecteur parfaitement à l'aise devant le texte de quelqu'un qui a été écrit par quelqu'un que je connais et que j'aime. Oui, parce que je pensais que ce commerce à travers les mots pouvait être un petit peu symétrique de la dédicace dans votre acte d'écriture. Oui, mais je crois profondément à une espèce de hiatus absolument vertigineux et démoniaque presque entre le sujet
qui aime, le sujet qui pense, le sujet qui parle, d'une part, et d'autre part le sujet qui écrit. Je crois qu'il y a un hiatus terrible entre l'écriture et la personne, en tant qu'elle veut se faire aimer, en tant qu'elle aime. Et je ressens toujours d'une façon poignante le fait que souvent j'écris pour être aimé, au fond, pour être aimé, peut-être même parfois de tel ou tel. Et en même temps, je sais très bien que cela ne se produit jamais, qu'on n'est jamais vraiment aimé pour son écriture, voyez-vous. Mais alors plutôt qu'un hiatus, on pourrait peut-être parler de ruses et de pièges que nous tendons à nous-mêmes lorsque nous écrivons, plutôt que d'un véritable hiatus vis-à-vis de ceux que nous interpellons. Ça fait partie de l'extraordinaire tremblement et incertitude et division du sujet. Mais je veux dire que l'écriture, si on se sent soi-même être un sujet aimant, visant à être aimable, visant à s'épanouir dans l'amicalité et dans la tendresse, par rapport à cela, l'écriture est une activité terriblement sèche. C'est une activité sèche, violente, je ne dis pas tempétueuse forcément, n'est-ce pas, mais violente et insupportable, frisant tout le temps l'arrogance, l'assertion dogmatique. Je sens tout cela dans l'écriture, en tout cas dans mon écriture. C'est pour ça que je répugne toujours à me relire. J'ai toujours peur de me voir dans un miroir qui ne me plaira pas. À ce moment-là, tous les rituels et le cérémonial dont vous nous parliez seraient une sorte de conjuration de cette peur. Ah, c'est pas... Oui, peut-être. Là, vous comprenez, c'est très compliqué parce que dans l'acte d'écrire, il y a tellement de choses du point de vue psychique qui se mélangent. Il y a une jouissance d'écriture. Bon, on l'a dit, on le répète. Ça reste très énigmatique, mais il est incontestable que ça existe. Oui. Alors donc il y a ça, il y a le fait qu'on aime écrire, qu'on a envie d'écrire, quelles que soient les difficultés intérieures du texte qu'on est en train de faire, on y va comme quelque chose vraiment qui vous appartient et qu'on fait vraiment avec jouissance. Mais alors en même temps, il y a d'autres choses là-dessus. Il y a tout ce dont parlait Lévy, à savoir tous les fantômes de protection, tous les surmoi, toutes les images, tous les imagos, tous les impératifs doctrinaux, ce qu'on se doit à soi-même par rapport à son passé, par rapport aux gens qui vous entourent. Et tout ça se mélange avec la jouissance même d'écriture. C'est une drôle d'action d'écrire, c'est une drôle d'activité. C'est toujours davantage un charme qu'une démonstration d'ailleurs. Il y a très peu d'écriture démonstrative. Démonstrative au sens de visant à un effet. Et à un effet précis, localisé, objectivé. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours des débordements d'effets. C'est ce qui définit la littérature. C'est le contraire même d'un phénomène scientifique, puisque l'effet est toujours débordé par d'autres effets. Et qu'on aurait beau vouloir inventorier, enfin, d'une façon très objective, tous ces effets, il y aurait toujours un reste, il y aurait toujours un surplus d'effets, un surplus de sens. Et c'est ce qui fait, selon vous, j'imagine, la pérennité d'une écriture, d'ailleurs. Exactement. C'est parce qu'il n'y a pas de vérité, disons, de l'écriture, qu'elle est, sinon éternelle, tout au moins pérenne, comme vous le dites. C'est au fond parce que l'écriture a droit au contresens qu'elle dure, au parasens, au développement de sens paralogique. C'est à la limite parce qu'on doit lire un livre par fragment, on peut lire un livre par fragment, qu'un livre peut durer. Voilà, c'est ça, exactement. Le livre n'est pas éternel, mais il est à la lettre multiple. C'est ça. Il est polymorphe, il est polyphonique, disons. Il est efflorescent. Il est efflorescent, d'ailleurs. En fait, le livre en soi, le livre même classique, ressemble beaucoup un peu à ce qui est cherché dans des formes, disons, tout à fait contemporaines de musique. Comment expliquez-vous le caractère fragmenté et parfois presque aphoristique de votre écriture ? Le fait que vous ayez peu écrit finalement de livres suivis, de livres continus. Est-ce que c'est une espèce de nécessité faite vertu précisément ? Il y a là une espèce de jouissance, je répète le mot, dont effectivement j'ai de plus en plus envie de faire, sinon vertu, tout au moins de faire théorie, ce qui est peut-être la même chose. Parce que vous allez de plus en plus dans ce sens. Absolument, absolument, et même maintenant je suis très conscient de cela, et j'ai très envie de travailler dans ce sens-là.
J'ai même envie de faire un cours du collège une année prochaine, peut-être même l'année prochaine, sur ce problème que j'appelle le problème des formes brèves, car dans ce que j'aime aussi, dans ce que j'aime des autres, la forme brève est extrêmement importante. Je me sens un goût très prononcé pour les formes brèves. J'aime énormément cette forme ultra brève, symboliquement brève, qu'on appelle le haïku japonais, par exemple, ou même en musique, les pièces brèves de Webern, c'est une chose qui me fascine énormément, ou les intermezzi de Schumann. Enfin, je suis très attiré par la forme brève. Alors pourquoi ? Je pense que ça ne serait pas très intéressant de chercher des raisons, comme ça, des raisons subjectives ou des raisons de valeur. Je pourrais dire tout simplement, je l'ai dit d'ailleurs une fois, c'est parce que j'aime beaucoup commencer. J'ai un plaisir d'invention à trouver ou à faire l'attaque d'un paragraphe, l'attaque d'un fragment. J'aime bien commencer, j'aime bien rompre, j'aime bien imaginer la rupture avec le rien qui précède. Alors évidemment, en multipliant les fragments, je multiplie les plaisirs d'attaque. Il y a aussi peut-être une vieille rancœur, pourquoi pas, on vit souvent sur des rancœurs de jeunesse qui vous durent toute votre vie, une vieille rancœur à l'égard de ce qu'on appelait la dissertation, c'est-à-dire les impératifs rhétoriques de l'enseignement, tout au moins de l'enseignement de ma jeunesse, n'est-ce pas, où tout de même il fallait absolument développer, n'est-ce pas, il y avait un mythe du développement, c'est-à-dire de la nappe de discours qui était à la fois construite et continue. Et je crois que tous ces espèces d'impératifs d'une rhétorique finalement assez creuse subsistent en fait, sinon dans les classes de français, je ne sais pas très bien comment ça se passe, mais disons dans des écoles idéologiquement, enfin plus académiques, on prescrit encore aux étudiants de faire des dissertations en 3 points, d'annoncer le plan à la fin de l'introduction, etc. Alors j'ai toujours eu très envie, ça m'a toujours démangé de réagir contre cette conception. Vous avez une écriture effectivement plus interrompue que développée. S'il fallait la définir, plutôt que fragmentée, je dirais interrompue. Oui, moi j'accepte bien la nuance, effectivement, parce que finalement, mes fragments, en tout cas les fragments idéaux que je voudrais produire, ne seraient pas tellement extravagants. Je veux dire, ce qu'on appelle le fragment, c'est quelque chose qui a des contours très irréguliers, parce que ce qu'on appelle en mathématiques les objets fractales ou fractaux, ce sont des objets déchiquetés comme les côtes de la Bretagne, on donne toujours ça en exemple, les côtes du littoral breton. Or en réalité, j'aimerais beaucoup des fragments qui auraient un certain calibre, une certaine dimension, une certaine régularité. Mais ce qui me plaît, encore une fois, et c'est vous qui le dites, c'est l'interruption. C'est ça qui me plaît. C'est l'entame ou l'attaque et l'interruption. Oui, et aussi la fin, dans la mesure où la fin du fragment pose un problème de composition, disons, intéressant, à savoir qu'il faut bien finir le fragment sans le finir sur un coup de trompette. Autrement dit, vous avez une écriture de musicien. Ah, rien ne pourrait me faire plus plaisir, cela va de soi, mais d'un musicien, disons, alors, justement, assez, je dirais, volontiers un peu schumannien, c'est-à-dire une écriture d'intermezzi, comme ça. Je dis ça volontairement parce que je sais que vous jouez du piano, que vous y prenez plaisir, précisément. Oui, c'est très important dans ma vie, oui. Et il y a un rapport sûrement entre votre type d'écriture et votre goût pour la musique, pour la pratique de la musique. Ah oui, je serais absolument ravi si j'arrivais à faire en écriture l'équivalent, je le répète, des intermezzi schumanniens. Est-ce que vous faites de la musique dans le temps de l'écriture, d'ailleurs? Est-ce que vous vous interrompez pour jouer du piano? Ah oui, tout à fait, n'est-ce pas? Je joue du piano d'une façon qui vient en suscription à tout ce que je fais, n'est-ce pas? Ça n'est pas l'un ou l'autre. Je fais du piano, enfin, normalement tous les jours un peu, je déchiffre tous les jours un peu. L'année dernière, j'ai recommencé à reprendre des leçons de piano un peu avec Boukhourechlief, avec la plus grande joie. Cette année, j'ai de nouveau interrompu un peu, mais enfin, je compte bien reprendre. Non, c'est très important. Mais c'est important comme une ascèse au bon sens du terme, comme une sorte d'exercice à la fois musculaire, formel, auditif, compositionnel, etc.
Mais je voulais dire, est-ce qu'il y a également une articulation des deux choses? C'est-à-dire, est-ce que le piano correspond parfois à un suspens de l'écriture? Est-ce qu'il Non, je ne correspond crois pas. Je crois qu'on ne peut pas aller plus loin dans la comparaison. Ce sont des ordres tout de même très, très discontinués. Non, je ne crois pas. En fait, l'écriture, elle est très autarcique, l'écriture. Combien de fois j'ai remarqué dans ma vie que un certain niveau de mon moi, de mon sujet, était soumis, comme pour chacun, au gré d'épisodes biographiques, à des tourmentes passionnelles, par exemple, de la plus grande vivacité, enfin du plus grand trouble. Des épisodes véritablement dramatiques, comme chacun en a connu dans sa vie. Et ensuite, quand je regarde les dates, je m'aperçois avec stupéfaction que, imperturbablement, pendant cette période-là, j'ai écrit les mythologies, mois après mois. Donc que toute cette espèce de révolution passionnelle, de turbulence passionnelle, qui avait l'air de me détruire complètement, laissait absolument intacte l'activité d'écriture. Et en plus, ce que j'écrivais n'avait absolument aucun rapport avec ce que je vivais. Il se peut que ce que je vivais ou ce que j'ai vécu revienne après dans l'écriture, mais alors beaucoup plus tard. Je dirais que, pour prendre l'exemple de cette période où j'écrivais les mythologies, ça a pu ressurgir, les troubles passionnels ont pu ressurgir, mais plus tard, dans le Sur Racine. À une époque où j'étais très calme, mais où j'ai repris des épisodes vécus de la période précédente. Moi, je me demande si le temps et le lieu de l'écriture n'est pas le temps de la plus extrême solitude, justement. Moi, lorsqu'il m'arrive d'écrire, j'ai parfois ce sentiment d'être dans une atroce et totale solitude, quoi. Oui, absolument. Et c'est une solitude, je le répète, qui a un aspect, je dirais, brutal. C'est une solitude brutale, c'est une solitude souvent sèche, qui n'est pas émue, finalement. N'est-ce pas, l'écriture, ça a un peu la brutalité d'un rouleau compresseur. Ça va devant soi, quoi qu'il arrive. Une solitude glacée. Oui, glacée, oui.